La montagne magique, cinquième partie. Lucidité. Troisième chapitre. Joachim toussa. Il ne pouvait plus répondre qu'avec difficulté et d'une manière indistincte. Il avait tiré un petit thermomètre d'un étui de cuir rouge, doublé de velours, qui était posé sur sa table, et il en avait mis dans sa bouche l'extrémité inférieure emplie de mercure. Il le tenait à gauche, sous la langue, de telle sorte que l'instrument de verre le sortait obliquement de la bouche. Puis il revêtit un costume d'intérieur, mit des souliers et une vareuse semblable à une litevka d'uniforme. Prit sur la table une formule imprimée ainsi qu'un crayon, puis un livre, une grammaire russe, car il étudiait le russe parce que, disait-il, il espérait qu'au service cela lui vaudrait certains avantages, et ainsi équipé, il prit place dehors. Il était sur le balcon en s'étendant sur la chaise longue, et il ne couvrait que légèrement ses pieds d'une couverture en poil de chameau. Celle-ci était à peine nécessaire durant le dernier quart d'heure. Déjà, la couche de nuages s'était faite de plus en plus transparente, et le soleil perça avec une ardeur si estivale et si aveuglante que Joachim protégea sa tête sous un garde-vue en coutil blanc, que, au moyen d'un ingénieux petit mécanisme, on pouvait fixer au dossier de la chaise, et incliner selon la position du soleil. Hans Karstorp loua cette invention. Il voulut attendre le résultat de la prise de température et, cependant, regarda comment tout était disposé, examina le sac de fourrure qui était appuyé dans un angle de la loggia. Joachim s'en servait les jours froids. Et les coudes sur la balustrade, regarda dans le jardin où la terrasse commune était peuplée à présent de pensionnaires étendus qui lisaient, écrivaient ou bavardaient. D'ailleurs, on n'en voyait qu'une partie, environ 5 chaises longues. Mais combien de temps cela dure-t-il ? Demanda Hans Castorp, et il se retourna. Joachim leva 7 doigts. Mais elles sont certainement passées, tes 7 minutes. Joachim de la tête fit signe que non. Un peu plus tard, il retira le thermomètre de sa bouche, le considéra et dit en même temps. Oui, lorsqu'on surveille le temps, il passe très lentement, tu sais. J'aime beaucoup la température, 4 fois par jour. Voilà, parce qu'à ce moment, on se rend vraiment compte de ce que c'est en réalité qu'une minute, ou même 7 minutes, alors que des 7 jours d'une semaine, on ne fait ici aucun cas, ce qui est affreux. Tu dis en réalité, tu ne peux pas dire en réalité, répondit Hans Karstorp. Il était assis, une cuisse sur la balustrade, et le blanc de ses yeux était veiné de rouge. Le temps n'a aucune réalité, Joachim. Lorsqu'il vous paraît long, il est long, et lorsqu'il vous paraît court, il est court. Mais de quelle longueur ou de quelle brièveté, c'est ce que personne ne sait. Il n'était pas du tout habitué à philosopher comme ça, et cependant il en éprouvait le besoin. Joachim alors répliqua. Comment donc? Non. Puisque nous le mesurons, nous avons des montres et des calendriers, et lorsqu'un mois est passé, il est passé pour toi, et pour moi, et pour nous tous, non? Suis-moi un instant, dit Hans Castorp, et il leva l'index à la hauteur de ses yeux troubles. Une minute est donc aussi longue qu'elle te paraît lorsque tu prends ta température. Oui, une minute est aussi longue. Elle dure aussi longtemps que l'aiguille des secondes met de temps à parcourir son cadran. Mais, répéta Hans Castorp, mais il faut des temps très différents pour notre sentiment. Et en fait, je te dis, en fait, il serra son index tout contre son nez, au point d'en plier le bout. En fait, c'est un mouvement dans l'espace, n'est-ce pas? Attention, je t'en prie, nous mesurons donc le temps au moyen de l'espace, c'est tout. Et c'est par conséquent à peu près la même chose que si nous voulions mesurer l'espace à l'aide du temps. Ce qui n'arrive qu'à des gens tout à fait dépourvus d'esprit scientifique d'ailleurs. De Hambourg à Davos, il y a 20 heures. Oui, en chemin de fer, 20 longues heures. Mais à pied, combien? Et en pensée? Par contre, même pas une seconde. Dis donc, reprit Joachim, qu'est-ce qui te prend? Je crois que tu es devenu bizarre chez nous.
Tais-toi, je suis très lucide aujourd'hui. Ainsi, qu'est-ce que le temps? Ainsi, qu'est-ce que le temps? Je te le demande. Il replia le bout de son nez d'un doigt si violent qu'il devint pâle et exsangue. Peux-tu me dire cela? L'espace, nous le percevons par nos sens, par la vue, le toucher, tout ça, mais parfait. Mais quel est celui de nos sens qui perçoit le temps? Peux-tu me dire, s'il te plaît? Vois-tu, te voilà bien coincé, non? Mais comment pourrions-nous mesurer quelque chose dont nous ne saurions même pas définir un seul caractère? Nous disons, le temps passe, bien qu'il passe donc, mais quant à le mesurer, minute. Pour qu'il fût possible de le mesurer, il faudrait qu'il s'écoulât d'une manière uniforme. Et d'où tiens-tu qu'il en soit ainsi? Pour notre conscience, en tout cas, il n'en est pas ainsi, tout au plus pour le bon ordre. Admettons, nous, qu'il le fasse, et nos mesures ne sont donc que des conventions, permets-moi de t'en faire la remarque. Bien, dit Joachim. Par conséquent, ce n'est qu'une convention que j'ai 4 divisions de trop sur mon thermomètre maintenant. Mais à cause de ces 5 traits, il faut que je tire ma flemme ici, et je ne peux pas faire de service. Ça, c'est un fait plutôt répugnant, non? Tu as 37,5. Cela descend déjà de nouveau. Et Joachim inscrivit le chiffre sur la feuille de température. Hier soir, j'avais même presque 38. C'était à cause de ton arrivée, je pense. Tous ceux qui reçoivent des visites font plus de température en général, mais c'est tout de même un bienfait, non? Du reste, je m'en vais te laisser, dit Hans Castorp. J'ai encore une foule de pensées sur le temps, c'est tout un complexe. On peut bien le dire, mais je ne veux pas t'énerver par cela, puisque tu as de toute façon trop de traits. Tu me rappellerai tout cela, et nous y reviendrons plus tard. Peut-être après le déjeuner, non? Lorsque ce sera l'heure du déjeuner, tu m'appelleras, n'est-ce pas? J'y vais. Je vais moi aussi. Faire la cure de repos, cela ne fait pas de mal. Dieu merci. Et sur ce, il passa de l'autre côté de la paroi de verre dans sa propre loge où la chaise longue et la petite table étaient également dressées. Il chercha les Ocean Steamships et son beau plaid doux, rouge foncé et moucheté de verre, dans sa chambre proprement rangée, puis il s'installa. Lui aussi dut bientôt ouvrir l'ombrelle. À peine était-on couché que la brûlure du soleil devenait alors insupportable. Mais on était couché d'une manière particulièrement confortable. Cela Hans Castorp le constata aussitôt avec satisfaction. Il ne se souvenait pas avoir jamais rencontré une chaise longue aussi agréable d'ailleurs. La carcasse, de forme un peu démodée, ce qui n'était qu'une fantaisie du goût, car le siège de toute évidence était neuf, était faite d'un bois poli, d'un brun rougeâtre, et un matelas recouvert d'une housse de coutil, composé en réalité de 3 coussins, s'étendait du pied jusqu'au dossier. De plus, un cordon maintenait derrière la nuque un traversin ni trop mou ni trop dur, et recouvert d'une toile brodée dont l'effet était particulièrement bienfaisant. Hans Castorp appuya son bras sur la large surface lisse de l'accotoir, cligna des paupières et se reposa, sans recourir aux Ocean Steamships pour se distraire. Vu à travers les arcs de la loggia, le paysage dur et pauvre mais clairement ensoleillé semblait un tableau encadré. Hans Castorp le considérait d'un air pensif. Soudain, il se rappela quelque chose et dit à haute voix dans le silence. Mais c'est une naine qui nous a servi au petit déjeuner. Psst, dit Joachim. Doucement. Une naine, oui, et puis. Rien, nous n'avons pas encore parlé de cela. Et puis il continua de songer. Il était déjà 10 heures lorsqu'il s'était étendu. 1 heure passa. C'était une heure ordinaire, ni longue ni courte. Lorsqu'elle fut passée, un gong retentit à travers la maison et le jardin. D'abord loin, puis plus près, puis de nouveau loin. Déjeuner, dit Joachim, et on l'entendit se lever. Hans Castorp, lui aussi, mit fin pour cette fois à sa cure de repos et il entra dans sa chambre pour remettre ses vêtements en ordre. Les 2 cousins se rencontrèrent dans le couloir et descendirent ensemble. Hans Castorp dit: Eh bien, on était vraiment admirablement couchés. Qu'est-ce que ces chaises longues? Si on peut en acheter ici, j'en emporte une à Hambourg. On y est couché comme au ciel. Où crois-tu que Behrens les ait faites faire, tout exprès, d'après ses propres indications?
Joachim n'en savait rien. Ils se débarrassèrent et entrèrent pour la deuxième fois dans la salle à manger, où le repas était déjà de nouveau en train. Toute la salle scintillait de lait. Devant chaque place, il y en avait un grand verre, au moins un demi-litre. Non, dit Hans Castorp lorsqu'il eut repris place à son bout de table entre la couturière et l'anglaise, et qu'il eut déplié sa serviette avec résignation, bien qu'il sentît encore le poids de son premier déjeuner. Non, dit-il, Dieu m'assiste, du lait, je n'en bois pas du tout, et à cette heure-ci, moins que jamais, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard du porter? Et avec une politesse pleine de ménagement, il adressa cette question à la naine. Malheureusement, il n'y en avait pas. Mais elle promit d'apporter de la bière à Kulmbach. Il apporta, en effet, de la bière de Kulmbach. Elle était noire, épaisse, cette bière, avec une écume brunâtre, et remplaçait parfaitement le porter d'ailleurs. Hans Castorp but avidement, avec plaisir. Il mangea de la viande froide avec du pain grillé. De nouveau, on servit du porridge, et de nouveau beaucoup de beurre et de fruits. Il laissa du moins ses yeux reposer sur les plats, incapable comme il l'était d'en rien absorber. Il considérait aussi les pensionnaires. Les masses commençaient à se diviser, les individualités prenaient du relief. Sa propre table était au complet, sauf la place à l'autre bout, en face de lui, qui, ainsi qu'il l'apprit, était la place du docteur. Car, dans la mesure où leur occupation le leur permettait, les médecins partageaient les repas communs et changeaient chaque fois de table. À l'extrémité de chacune, on réservait ainsi une place pour le docteur. Aucun d'eux n'était présent aujourd'hui. On disait qu'ils étaient retenus par une opération. De nouveau, le jeune homme à la moustache entra, inclina une fois le menton sur la poitrine, s'assit avec une mine soucieuse et fermée. De nouveau, la jeune fille blonde et maigre était assise à sa place et mangeait son yaourt à la cuillère, comme si c'était la seule chose comestible. À côté d'elle était assise cette fois une vieille petite dame alerte, qui avec insistance parlait en langue russe au jeune homme taciturne, qui la regardait d'un air soucieux, ne répondant que par des hochements de tête, avec cette expression d'un homme qui a un mauvais goût dans la bouche. En face de lui, de l'autre côté de la vieille dame, était placée une seconde jeune fille très jolie, un teint florissant et une poitrine haute, des cheveux châtains et agréablement ondulés, des yeux ronds, bruns et puérils, et un petit rubis à sa main qui était belle. Elle riait beaucoup, et parlait également le russe, rien que le russe. Elle s'appelait Marussia, d'après ce que Hans Castorp entendit. De plus, il remarqua en passant que Joachim baissait les yeux avec une expression sévère lorsqu'elle riait et qu'elle parlait. Cet Ambriny entra par la porte latérale et tout en caressant sa moustache, gagna sa place à l'extrémité de la table qui était placée de biais, en face de celle de Hans Castorp. Ses compagnons de table, à peine eut-il pris place, partirent d'un grand éclat de rire. Sans doute venait-il de dire quelque méchanceté encore. Les membres de la société des demi-poumons, eux aussi, Hans Castorp les reconnut. Les yeux inexpressifs, Hermine Kliefeld gagna sa table de l'autre côté, près de la porte de la véranda, et salua le jeune homme aux lèvres retroussées qui, ce matin, avait relevé les pans de sa veste d'un geste si peu convenable. La pâle mademoiselle Lévy, couleur d'ivoire, était assise à côté de la grasse, mademoiselle Iltis, tachée de son, parmi des inconnus à droite de Hans Castorp, à la table disposée transversablement. Voilà tes voisins, dit Joachim à mi-voix à son cousin, en se penchant en avant. Le couple passa auprès de Hans Castorp, se dirigeant vers la dernière table à droite, la table des Russes ordinaires. Par conséquent, à laquelle une famille avec un jeune garçon au visage laid dévorait déjà de prodigieuses quantités de porridge. L'homme était d'une structure frêle et avait des joues grises et creuses. Il portait une vareuse de cuir brun et aux pieds des chaussures de feutre fermées par des boucles. Sa femme, elle aussi était petite et menue, sous un chapeau à plumes. Elle était haut perchée sur des bottines minuscules en cuir de Russie. Un bois d'une fraîcheur douteuse enveloppait son cou. Hans Castorp les considéra tous deux avec un manque d'égard qui lui était habituellement étranger et dont il ressentit lui-même la brutalité. Mais cette brutalité même lui causait un certain plaisir.
Ses yeux étaient à la fois indifférents et indiscrets. Lorsque, à cet instant, la porte vitrée claqua à sa gauche, avec un fracas cliquetant, de même qu'au premier déjeuner, il ne tressaillit pas comme le matin, mais ne fit qu'une grimace paresseuse. Et lorsqu'il voulut tourner la tête de ce côté, il trouva que tout cela lui coûtait trop de mal et que ça n'en valait pas la peine de toute façon. Ainsi advint-il que cette fois encore, il ne réussit pas à établir qui donc traitait la porte avec un tel sans-gêne. À la vérité, cette bière matinale, qui d'ordinaire n'exerçait sur lui qu'une influence modérément inhibante, avait aujourd'hui complètement étourdi et paralysé le jeune homme. Il en subissait les suites comme s'il avait reçu un coup en plein front. Ses paupières étaient d'une lourdeur de plomb maintenant. Sa langue n'obéissait plus à une simple pensée. Lorsque, par politesse, il essaya de bavarder avec l'anglaise. Il avait même besoin de faire un grand effort sur lui-même pour réussir à changer la direction de son regard. Et à cela s'ajoutait l'insupportable brûlure au visage qui avait atteint le même degré que la veille. Ses joues lui paraissaient gonflées par la chaleur. Il respirait avec peine. Son cœur battait comme un marteau enveloppé. Et s'il ne souffrait pas particulièrement de tout cela, c'est parce que sa tête se trouvait dans le même état que s'il eût respiré quelques bouffées de chloroforme. Il remarqua comme en rêve que le docteur Krokowski finit malgré tout par prendre place à sa table en face de lui, bien que le docteur, à plusieurs reprises, le fixa avec une acuité particulière, tout en causant avec les dames assises à sa droite, non sans que les jeunes filles, savoir la florissante Maroussia et la maigre mangeuse de yaourt, baissassent les yeux devant lui d'un air obséquieux et pudique. D'ailleurs, Hans Castorp se tint convenablement et joua même du couteau et de la fourchette avec une correction toute particulière. Lorsque son cousin lui fit un signe de tête et se leva, il se leva à son tour, s'inclina sans voir vers ses compagnons de table et sortit d'un pas assuré derrière Joachim. Quand donc a lieu la prochaine cure de repos demanda-t-il, lorsqu'ils sortirent de la maison. C'est ce qu'il y a de mieux ici, autant que je puisse m'en rendre compte. Je voudrais être étendu déjà sur mon excellente chaise longue. Est-ce que nous allons loin ?